Donc la dernière présentation de cette journée, on va écouter donc Marguerite Cognier qui nous parlera de la santé des migrants en France à travers l'effet des discriminations liées à l'origine et au sexe. Marguerite, elle est chercheure à l'unité mixte de recherche migration et société, responsable du groupe d'enseignement et de recherche migration, ethnicité et santé, et elle enseigne la sociologie à Paris Diderot. Elle conduit et a conduit plusieurs travaux de recherche sur les modes d'insertion professionnelle des immigrants et des minorités ethnicisées, racisées dans les organisations de santé, les relations ethniques dans les organisations de santé, la santé des immigrés et des minorités, et les pratiques professionnelles en santé et en service social dans des contextes interethniques. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bon, finalement, vous avez vu, c'était marqué titre provisoire, donc j'ai réintitulé ma communication « Le travail ne fait pas la santé des immigrés », en fait. Donc, alors, j'ai pas fait de paragraphe sur la méthodologie, mais juste, je pourrais revenir dans la question, juste les données que je vais évoquer aujourd'hui viennent effectivement de l'enquête trajectoire et origine 1, et en plus spécifiquement d'une partie qu'on évoque moins souvent, qui sont les entretiens qualitatifs, le volet qualitatif qui a suivi la partie du questionnaire qui est beaucoup plus connu effectivement aujourd'hui il y a eu une vingtaine d'enquêtes qualitatives qui ont été conduites après le questionnaire auprès de répondants qui avaient accepté de recevoir un chercheur. Il y a un décalage dans le temps. L'enquête Canty a été faite en 2008 et les entretiens qualitatifs ont été faits en 2012. Donc on est retourné voir les personnes qui avaient accepté, alors pas toutes évidemment, sur des thématiques particulières qu'on souhaitait approfondir. Et juste pour faire un lien, c'est que les statistiques, ça explique effectivement pas mal de choses. On a quelquefois des choses inexpliquées que le qualitatif peut nous aider à comprendre, mais on a aussi des fois quelque chose que les statistiques ont l'air d'expliquer ou expliquent. Enfin, je veux dire, les corrélations sont bien prouvées, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il en est des processus qui conduisent effectivement à ce que ces choses soient très corrélées. Donc souvent, le qualitatif est aussi assez intéressant pour venir nous aider à comprendre justement qu'est-ce qui se passe derrière cette corrélation. Alors c'est plutôt de ça dont je vais vous parler, plutôt de ces parties qualitatives. Puis, si vous voulez plus de détails, j'y reviendrai pendant la discussion. Donc nous avons depuis ces différentes enquêtes, dont l'enquête Théo, mais pas seulement, la confirmation que des problèmes de santé des personnes immigrées ne sont pas des problèmes de santé importés d'abord, mais que bien au contraire, ils ont à voir avec leurs conditions de vie en France. Et au titre de ces conditions de vie, nous pouvons évidemment compter sur les conditions d'accès au droit de séjour d'abord, quand ils ne meurent pas entre les deux, d'accès aux droits de santé, d'accès à l'éducation, des conditions de logement et bien sûr des conditions de travail, de production et de reproduction. Et pour nombre des migrants, ces conditions de travail, qu'elles soient déclarées ou pas, qu'il s'agisse d'emplois sur les marchés primaires ou sur le marché secondaire, du travail visible ou invisible, on a aujourd'hui une bonne idée sur la façon dont ça peut exercer des effets délétères sur leur santé physique et psychique au fur et à mesure que s'allonge la durée de résidence en France. Si vous voulez, je pourrais revenir aussi un petit peu sur ce que nous avait appris Théo en la matière par rapport à l'effet bonne santé des migrants quelqu'un a évoqué ce matin. Alors, je voudrais montrer, moi, en quoi les parcours, et plus spécifiquement les parcours d'emploi, les parcours de travail, je laisserai de côté les questions de parcours résidentiel ou d'autres, ou éducatifs ou ça, peuvent affecter leur santé et comment, donc, ces parcours peuvent s'imbriquer à la dimension origine, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les origines, où tous les migrants ne sont pas touchés de la même manière, mais aussi à la question du genre et peut-être à la question de la classe. Alors, les enquêtes dont nous disposons aujourd'hui, on a eu beaucoup de chiffres, j'ai essayé d'aller très vite sur cette partie-là, attestent d'une part que les secteurs d'affectation des immigrés sont dans des branches spécifiques, et notamment dans la restauration, le bâtiment, les services, et en particulier les services domestiques. Mais encore que dans ces branches-là, leur insertion se fait dans les rangs hiérarchiques au plus bas, les moins rémunérés, mais aussi les moins valorisés socialement. Autrement dit, a-t-on jamais vu quelqu'un se prévaloir d'être femme de ménage?
agents de sécurité, manœuvrent sur les chantiers du bâtiment. Et comme me disait un jour une femme qui me racontait son parcours, on ne vaut pas plus que la merde qu'on nettoie. Autrement dit, dans leur situation, ces hommes et ces femmes ont bien souvent le sentiment d'être assimilés au rang de déjection, du sale, de l'impur, une sorte de classe d'intouchables, de hors caste. Et ce qui, nous en conviendront assez aisément, exerce sans nul doute un fort impact sur l'estime de soi et donc sur la santé psychologique. Et que cela ne peut être qu'un facteur aggravant des conditions matérielles qui sont déjà éprouvantes du travail quotidien dans les secteurs considérés. Il est néanmoins possible de contester que l'origine ethnique ait à voir avec la situation d'emploi et les carrières professionnelles, puisque des hommes et des femmes nés français, de parents français, peuvent vivre aussi des situations d'emploi précaires, peu, voire pas valorisées, ou pas favorisées non plus socialement. Par exemple, je prendrai l'exemple d'une jeune femme monoparentale, française, née de parents français, issue de milieux modestes, et qui, pour élever ses 2 enfants, n'a d'autre choix que de faire le ménage chez les riches, comme elle dit. Donc oui, la classe sociale est une variable importante et les personnes immigrées comme les nationaux partagent le poids de ces origines sociales familiales en tant que variables qui conditionnent leur accès aux différentes formes de capitaux économiques, sociales, culturelles, symboliques et qui verrouillent pour les classes populaires l'accès aux formations et l'accès aux diplômes les plus valorisés sur le marché et bien sûr assurent ainsi la reproduction d'un ordre classiste. Ceci dit, notons quand même que les statistiques attestent que les immigrés et leurs descendants, même si cela peut s'atténuer, mais encore une fois, ça peut dépendre selon les origines des descendants d'immigrés, il se trouve que les immigrés et leurs descendants sont encore plus nombreux proportionnellement dans les classes défavorisées. Ainsi, les étrangers ont en moyenne 3,5 fois plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté que les Français. Les immigrés ont un niveau de vie médian inférieur de 35% à celui des natifs de France. Ils sont 2 fois plus à risque d'être au chômage que les personnes nées en France. Et si nous considérons que les originaires des pays hors UE seulement, alors l'écart est encore plus important. Celui-ci s'accroît encore si nous regardons la seule situation des femmes. Et les taux dissimulent en effet des effets variés des provenances. La pauvreté, par exemple, est beaucoup plus forte chez les personnes originaires d'un pays d'Afrique que d'un pays européen. Alors vous me direz qu'il y a peut-être là une explication par le poids de la migration, comme variable susceptible d'explorer un certain retard à l'égalité de fait. Un retard qui viendrait du fait que les immigrés ne possèdent pas les codes, ou ne possèdent pas la langue, ou ne possèdent pas les diplômes, ou pas encore autre chose. C'est un aspect qu'il faut regarder avec attention. C'est une explication, en tout cas, qui prévaut depuis longtemps, excusant aussi, par là les différences des taux entre les majoritaires et les minoritaires dans les différentes catégories socio-professionnelles. Et mieux, la surreprésentation des immigrés dans les métiers les moins valorisés, les moins bien rémunérés et les plus fatigants pour les corps ne viendrait que de ce décalage dans le temps. Leur assimilation, et a fortiori celle de leurs enfants, croyait-on, ferait le travail de rattrapage. Pourtant, si nous regardons les risques du chômage, par exemple, les enquêtes de l'INSEE nous apprennent qu'à diplôme équivalent, le taux de chômage des immigrés demeure supérieur à celui des Français nés de France, et c'est encore plus fort quand le niveau de diplôme s'élève. Par exemple, pour un niveau de CAP, les taux accusent un écart favorable pour les Français, 10% pour les Français versus 19 et quelques % pour les immigrés. Si on compare au niveau du bac, les immigrés ont double de risque. Et si on prend le niveau de la licence, c'est encore plus important. Dans les faits, et de l'aveu même du ministre en charge de l'immigration, les populations étrangères se retrouvent surtout dans les emplois d'ouvriers, employés, sans que cela ne puisse s'expliquer par leur niveau de qualification. Les immigrés étrangers ou devenus français sont 3 fois plus nombreux à résider dans les zones urbaines sensibles et 5 fois plus à risque de vivre dans des logements surpeuplés que les Français. Mais si nous regardons la situation des enfants de leurs enfants qui ont grandi en France, que voyons-nous? Les enfants d'immigrés occupent moins souvent que leurs parents des emplois non qualifiés, d'ouvriers ou de domestiques, certes. La proportion d'ouvriers peut rester élevée pour certaines origines, cependant. Les descendants d'immigrés de Turquie, qui comptent encore plus de la moitié, donc, de leurs descendants dans les mêmes emplois que les pères, pour les Portugais,
pour les Algériens, pour les Marocains et pour les Tunisiens. On observe plus d'ouvriers non qualifiés pour leurs descendants. Et on retrouve aussi encore plus de présence chez les enfants d'Afrique subsaharienne ou du Portugal. Quant aux filles d'immigrés, elles restent, elles, très surreprésentées parmi les employés, et ce, quelles que soient leurs origines. Plus de la moitié sont employées encore, donc, quand elles ont des parents d'origine d'Afrique subsaharienne, du Portugal ou d'Algérie. Donc, de ces statistiques brutes, on peut souligner, en accord avec d'autres chercheurs, qu'il persiste une plus grande proximité professionnelle des descendants d'immigrés avec leurs parents qu'avec la population majoritaire. De même, on peut noter que les fils et les filles d'originaires du Maghreb ont plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail que les enfants de la population majoritaire, c'est-à-dire français nés de Français, ou encore que les enfants des immigrés d'Europe du Sud par rapport aux enfants d'immigrés du Maghreb. Et de même, les enfants des immigrés du Maghreb sont plus nombreux, filles et fils, à rapporter des refus injustifiés de promotion. Dans le cas de Théo, parmi les immigrés et descendants d'immigrés rapportant de la discrimination, les enfants d'immigrés venant d'Afrique subsaharienne étaient plus de 50% en déclaré. Chez les enfants des originaires du Maghreb, ils étaient un tiers, et pour ceux ayant des parents originaires de l'Asie, ils étaient un quart. Donc les raisons invoquées tiennent majoritairement à leur origine supposée ou à leur couleur de peau. Ces données viennent plutôt soutenir la thèse d'une discrimination qui perdure au-delà des générations. Et de l'idée, on verra avec Théo 2 justement ce qu'il en est à la 3e génération. Et l'idée donc que les personnes racisées sont plus nombreuses que d'autres à en faire l'expérience. Dans les faits, les données que nous avons recueillies dans des entretiens qui étaient plutôt sous la forme de récits biographiques montrent qu'il y a une imbrication forte entre l'origine sociale et l'origine ethnique dans les parcours professionnels, et qui jouent pour les migrants, donc, mais aussi pour leurs descendants quand ils sont ethnicisés ou racisés. Il y a comme un effet de double peine, donc qui jouerait contre leur santé psychologique et physique, et je vais essayer de vous illustrer cela avec des exemples. D'abord l'exemple d'Abouo. Abouo est un jeune Français de 29 ans. Il est né de parents ivoiriens qui ont immigré en France. Au moment où nous le rencontrons, sa mère est devenue aide-soignante après avoir exercé assez longtemps comme domestique. Son père, qui est décédé quand il avait 18 ans, était ouvrier. À l'école, Abouo était orienté vers un CAP de coffreur et ensuite il a obtenu un BEP. Un des employeurs du bâtiment qui venait de recruter les jeunes sur place lui propose d'abord un CDD d'1 an. Les relations, cependant, sont difficiles avec certains ouvriers avec lesquels il doit collaborer. Il dit « Il y a toujours des petites moqueries. Souvent, ça fait mal, mais bon, on finit par laisser tomber. Tu as des gens qui font le chimpanzé. Bon, voilà, on te dit que t'es noir. Enfin, pour eux, c'est de l'amusement, c'est des blagues. Au début, ça me touchait, ça me faisait un peu mal que tout le temps on fasse des blagues là-dessus. Mais après, je me suis habituée. » Il reste qu'Abouo est un bon ouvrier et que le patron songe à le passer chef d'équipe. Mais ça se passe en fait à ce moment-là, à partir de là, encore plus mal avec les Portugais, dit-il, parce qu'ils ne supportent pas qu'un jeune black leur donne des consignes. Le racisme à son encontre se manifeste de plus belle, avec des insultes verbales répétées au jour le jour. Et au final, c'est justement cette promotion qui va lui faire perdre son emploi. Il dit « L'employeur n'a pas voulu me garder. » Je lui demande « Mais pourquoi ?» Il dit « Je ne faisais pas vraiment son affaire. C'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il cherchait. Je ne pouvais pas rester dans le groupe. Il m'a dit « Vous aviez fait l'école, vous en étiez sorti avec un diplôme. Moi, je cherchais une personne qui, plus tard, allait pouvoir diriger les choses. Mais bon, je ne vous vois pas comme ça. » Son idée, en fait, était de trouver un chef d'équipe. Mais parce que je ne pouvais pas m'imposer, je crois que c'était ça le problème. Je ne pouvais pas m'imposer avec les Portugais qui ne voulaient pas trop écouter ce que je disais parce que c'était un peu bizarre que j'étais allée à l'école. Un petit black qui arrive, qui veut jouer au chef, ils n'ont pas accepté, quoi. Aujourd'hui, Abouo a changé d'entreprise, il ne cherche plus la promotion. Il sait où est sa place et confirme finalement très bien ce qu'a décrit Nicolas Jounin dans sa thèse sur le bâtiment. La hiérarchie dans le secteur est une hiérarchie ethno-raciale. Les Noirs, surnommés les Mamadou, sont en bas de l'échelle. Les chefs de chantier sont les Portugais. Et les Français, comme le dit Abouo, c'est à un haut niveau, la conduite des travaux. J'aurais pu aussi évoquer le cas de Conan.
Conan est un jeune homme qui, lors de notre entretien, dit ne plus voir sa place en France. Il cherche à repartir dans son pays d'origine, enfin celui de ses parents, du moins, puisque lui est né en France. Après avoir travaillé quelques années comme déménageur, où systématiquement, nous explique-t-il, son corps a été mis à rude épreuve, les charges les plus lourdes, disait-il, dans des conditions les plus difficiles, comme celles des étages, lui étaient réservées parce que j'étais noir. Ce sont des situations vécues de ce genre qui ont des répercussions sur la santé psychique parce qu'elles altèrent l'identité, l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi la santé physique qui entretient, bien sûr, nous le savons, des liens avec les états de santé mentale. Tous les entretiens le confirment, les immigrés sont plus exposés que les Français nés de Français à des conditions de vie plus difficiles et aux discriminations. Il est assez clair que ces situations participent d'une détérioration de la santé et d'une espérance de vie plus faible, au bout de quelques années de résidence en France, que pour d'autres groupes de la population de la société française. Et dans ces conditions de vie, les conditions d'accès au travail et le travail lui-même sont un des déterminants majeurs. Même quand ils sont en situation régulière et qu'ils pourraient se prévaloir des droits du travail, c'est encore trop souvent des récits où ils sont exploités et ne disent bien souvent rien, considèrent qu'ils doivent se contenter d'accepter la situation qui leur est faite parce qu'elle est moins mauvaise que celle qu'ils avaient avant ou que celle qu'ils voient chez leurs compatriotes. Plusieurs évoquent des expériences de disqualification de leur diplôme ou de leurs compétences professionnelles. Et par voie de conséquence, un déclassement socio-professionnel dans la mesure où les emplois qu'ils occupent ou ont occupés ne sont pas en rapport, que ce soit en termes de titre d'emploi, de grade ou de rétribution salariale, avec leur réelle qualification. Par exemple, Malika, qui a émigré en France pour suivre son conjoint, pense qu'une fois son diplôme de comptable et son expérience de travail validée en France, elle a exercé plusieurs années dans son pays d'origine, elle pense qu'elle pourra retravailler dans ce secteur. Après des mois et des mois de recherche et une remise à niveau en plus, qu'on lui avait conseillé évidemment à Pôle emploi, les seuls emplois qu'elle trouve sont des emplois d'ouvrière sur des postes à la chaîne en usine. 5 ans plus tard, au moment où on la rencontre, ses problèmes de dorsalgie, des séquelles rhumatismales suite à un accident de travail de la main, sa main a été happée en fait dans une matrice et elle a eu des tendons sectionnés, sa fatigue physique et mentale, liée entre autres à un sentiment de dévalorisation face à son déclassement, auquel elle ne voit plus de solution, participe fortement de son burn-out. Donc elle est arrêtée en fait au moment où on la rencontre, elle est en maladie pour dépression. Un autre cas, le cas de Jamel, où avant de partir d'Algérie, il exerce comme technicien supérieur en informatique. Jamel demande à réintégrer la nationalité française en se prévalant de ce droit par son grand-père. Et arrivé en France, finalement, après bien des désillusions, notamment des mois où il vit en centre d'hébergement de longue durée, et après avoir fait une formation complémentaire pour se remettre à niveau, lui aussi, on a reçu le conseil par les travailleurs qui le suivent, il doit finalement accepter un poste dans une grosse entreprise de télécommunications pour le dépannage informatique en hotline, donc les fameux centres d'appel. Donc en gros, là où vous appelez quand vous avez des soucis avec votre box. Il nous dit, donc, dans le service où il travaille, les Maghrébins et les Africains sont majoritaires, que les cadences de travail sont très dures et que les salaires sont très bas. Les superviseurs, en revanche, nous dit-il, sont principalement des Français qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui, comme il nous l'explique, dénigrent les études qui sont faites par les minoritaires dont il fait partie. Il lui arrivait plusieurs fois d'être confronté à des propos ouvertement racistes d'appelant, et à chaque fois, ces superviseurs se sont employés à minimiser l'incident, à désamorcer la situation parce qu'il ne faut pas nuire à la productivité. Pour ces emplois de répondants en hotline, nous pouvons faire le lien avec le travail émotionnel qui avait été évoqué ce matin, justement. Ceci dit, Jamel considère que sa situation est quand même préférable à celle qu'il a connue durant les 6 mois où il était au chômage et où il se sentait accablé par un fort sentiment de honte. Je pourrais citer encore le cas de Francesca, qui est sociologue dans son pays, mais qui, depuis qu'elle est en France, fait des ménages, où on pourrait encore documenter les effets du déclassement avec la trajectoire des médecins à diplôme non européens, qui assurent dans nos services de santé, dans des conditions d'exercice dont les majoritaires ne voudraient pas, et pas seulement dans les urgences, mais aussi dans les services délaissés, parce que moins prestigieux pour la carrière des PUPH,
Et je parle entre autres de services de gériatrie, de médecine de réadaptation ou de psychiatrie de long cours. Mais nous avons Christelle Ounzou dans la salle, donc qui a fait sa thèse sur ces médecins, et peut-être qu'elle pourra vous en parler pour compléter ce que je dis. La disqualification des diplômes et des compétences, en tout cas, fait partie de l'arsenal des modes d'apprentissage de la minorisation que vivent les migrants en France. Quand ils ne sont pas exploités au travail pour des compétences dont ils ne peuvent espérer la rétribution, ils occupent des emplois qui mettent les corps à rude épreuve. Par exemple, le cas d'Antonio, qui travaille comme tôlier, qui a des tendinites dans les articulations des membres supérieurs qu'il qualifie d'habituel pour son métier. Mais ce qui sera moins habituel pour lui, c'est comment un jour il va manquer de mourir parce qu'il consulte son médecin pour une douleur dans une jambe, qui voit là encore une tendinite. Bien lui prendra en fait d'avoir consulté, du fait de la souffrance qu'il endure, d'aller voir finalement un autre médecin qui lui fera passer un Doppler en urgence, soupçonnant un caillot, et finalement il évitera de justesse l'embolie pulmonaire. Le caillot qui obstruait l'artère de sa jambe était remonté au poumon. Antonio s'arrêtera un minimum de temps parce qu'il ne veut pas faire perdre d'argent à son patron qui lui a toujours été plutôt favorable, et on comprend dans l'entretien qu'il y a un rapport assez paternaliste. Le cas de Sadiq, par exemple, qui travaille comme ouvrier qualifié dans une entreprise aussi d'inox alimentaire et qui fait des plans de travail pour les cuisines et notamment pour les abattoirs. Il est âgé de 55 ans quand une grosse hernie discale au niveau des vertèbres sacrées le contraint à s'arrêter. Il s'avère que son hernie est une conséquence des torsions du bassin dans la manipulation des tôles d'inox qui pèsent environ 30 kg, mais notamment parce que ce matériau est très flexible et qu'il faut sans cesse le rattraper et jongler donc avec ces tôles. Il est, nous dit-il, reconnu en maladie professionnelle, mais sa hernie n'est pas opérable. Au bout de 7 mois, son employeur, qui est une petite entreprise, ne peut plus assumer la vacance de son poste et lui demande de voir s'il ne peut pas reprendre. Sadiq passe devant un expert qui lui reconnaît son handicap et son dossier est traité à la MDPH, donc il lui reconnaît un handicap à 50% et recommande un poste aménagé. L'entreprise d'inox alimentaire qu'il emploie n'a pas la possibilité de lui aménager ce poste. Et finalement, avec l'accord de son patron, il est licencié. À 55 ans, il ne retrouvera plus d'emploi. Il ne sait pas qu'il aurait pu demander une reconnaissance de maladie professionnelle. En tout cas, au moment de notre rencontre, il parle de ses difficultés à faire vivre sa famille avec sa petite pension d'handicapé. Je vais peut-être sauter un cas ou deux. Donc, en gros, les inégalités socio-économiques et les inégalités de santé entretiennent des liens de causalité circulaire. Les premières entraînent les secondes, mais une mauvaise santé a bien souvent pour conséquence une dégradation de la situation sociale, possiblement, donc, on vient de le voir, avec perte d'emploi, baisse des revenus, qui peuvent avoir d'autres conséquences sur la santé. Parallèlement à ces possibles chaînes de complications, la situation économique est pour beaucoup suffisamment difficile pour qu'ils ne puissent accéder à tous les soins dont ils auraient besoin, quitte à ce que leur santé se dégrade encore un peu plus. Je voudrais terminer cette communication en documentant la situation des femmes immigrées qui, dans le travail rémunéré ou non rémunéré, payent le prix fort, puisqu'à l'origine sociale et ethnique vient de se greffer leur identité de genre et qui va participer à la détérioration de leur santé. Je prendrai deux cas, le cas de Wagaye, une femme de 51 ans, originaire d'Afrique subsaharienne, qui nous dit « le racisme est invisible ». Pourtant, elle l'expérimente très bien. Quand elle compare sa trajectoire professionnelle à celle de ses collègues, l'une est algérienne, l'autre vient des DOM, qui, comme elle, travaille depuis près de 10 ans dans une grande entreprise de restauration. Et en fait, ni elle ni ses deux collègues n'ont évolué depuis 10 ans dans leur poste. Toutes les trois ont toujours dû se contenter d'un salaire au SMIC. Et pourtant, elles ont vu de jeunes hommes blancs, français, entrer plus récemment dans l'entreprise, qui gagnent aujourd'hui 200 à 300 € de plus qu'elles. Face à leurs réclamations, l'employeur lui répond que c'est une question de contrat. Et que si elles veulent gagner plus, elles n'ont qu'à travailler plus. Le cas de Patricia, qui fait une partie de ses études supérieures en France, qui songeait à y faire carrière, quand elle est confrontée à du harcèlement sexuel de la part du professeur dont elle était l'assistante. Ayant refusé ses avances, elle s'est vue maltraitée sous le regard complice des collègues de ce dernier. Elle porte plainte au doctorat, une plainte qui n'aboutira jamais. Elle retourne dans son pays avant de revenir quelques années plus tard, cette fois dans le sud de la France, pour une nouvelle tentative.
Compte tenu de son niveau de formation, elle a une maîtrise en littérature et civilisation et elle parle avec une assez bonne maîtrise 4 langues. Elle se voit immédiatement proposer un CD comme hôtesse d'accueil, trilingue, dans un centre commercial de Nice. Une semaine plus tard, le directeur du centre la met brutalement à la porte à cause de son accent qui, lui dit-on, ne propose pas l'image souhaitée pour le centre. Elle reprend un emploi dans une banque, mais sa santé est déjà fragilisée. 1 an plus tard, elle est complètement déprimée et ne peut poursuivre. Elle démissionne. Sa santé psychologique a déjà entraîné des implications sur sa santé physique. Elle a perdu beaucoup de poids et une consultation chez le médecin va amener un diagnostic de dérèglement sérieux de sa thyroïde. Elle ne sait pas si cela lui serait arrivé si elle n'avait pas immigré en France, mais elle est sûre que sa situation, ses difficultés de travail, l'épisode de harcèlement sexuel resté sans réparation et dont elle ne préfère ne plus parler, ont provoqué sa dépression et ont fortement contribué à sa vulnérabilité somatique. Les femmes immigrées en France connaissent autant de difficultés administratives, juridiques, socio-économiques que les hommes. Elles partagent également avec eux les discriminations en raison de leur origine, mais elles doivent en outre faire face à des discriminations qui leur sont spécifiques, à des violences qui leur sont faites justement parce qu'elles ont le statut de femme. D'une manière générale, les personnes que nous avons rencontrées, et plus encore les femmes, connaissent mal leurs droits et les ressources dans les domaines dont ils pourraient avoir besoin. Il et elle pourraient avoir besoin. Elles racontent, ces femmes, ce qu'elles ont vécu, elles voient le caractère injuste, inéquitable, elles le qualifient parfois de racisme, rarement de sexisme, et elles ne l'interprètent pas, ou encore très très rarement, en termes de discrimination. Il n'est pourtant pas impossible que ces expériences contribuent à aggraver leur état de santé, leur perception d'elles-mêmes et leur valeur sociale dans la société française. Je vous remercie.